Ce programme vous est présenté par France Invest. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est une émission spéciale de Smart Impact que je vous propose consacrée au partage de la valeur, enjeux stratégiques pour les entreprises, pour leurs salariés évidemment, mais c'est aussi un levier majeur de transformation de notre société et de notre économie. On va le comprendre tout de suite grâce à nos invités. Smart Impact consacré au partage de la création de valeur. Je vous présente tout de suite mes invités. Alexis Dupont, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de France Invest, partenaire de cette émission spéciale. On va s'appuyer sur un guide à destination des sociétés de gestion que vous publiez, qui identifie les leviers, les freins qui entourent ce dossier, cette question du partage de la valeur. Guide co-construit avec le cabinet Beyond Solutions. Bonjour. Bonjour. J'accueille Jérôme Laure, associé fondateur de Beyond Solutions. Et puis on va s'appuyer aussi sur le témoignage, le retour d'expérience de deux dirigeants. Philippe Fardel, le président de Mousseline, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et Jean-Noël Ray, le président du directoire de Novarc, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi. Alexis Dupont, je commence avec vous. France Invest, on va peut-être présenter l'association qui a fêté ses 40 ans. C'était l'an dernier, c'est ça ? On a fêté nos 40 ans l'année dernière, absolument. France Invest, très simplement, c'est l'association qui représente les acteurs du capital investissement établi ou actifs en France. Donc c'est à peu près 450 sociétés de gestion, première industrie de l'Union européenne, donc une force de frappe importante au service des PME et ETI et start-up en France. Donc c'est aujourd'hui une profession qui accompagne pas loin de 10 700 start-up, PME et ETI, dont 8 500 en France. C'est à peu près 2,4 millions de salariés. Donc c'est vraiment une empreinte économique assez importante. Puis l'association, comme d'autres associations professionnelles, notre métier, c'est de les représenter auprès des pouvoirs publics, de réaliser un certain nombre d'études chaque année, de les aider à travailler sur les meilleures pratiques, faire émerger des guides, des travaux. Donc c'est le cas notamment sur le partage de la valeur, qui est un sujet sur lequel on travaille depuis plus de 10 ans maintenant et qu'on a voulu faire accélérer à nouveau dans le contexte que chacun connaît. Oui, alors ce combat justement autour du partage de la valeur, partage de la création de valeur, une dizaine d'années de combat, est-ce que vous avez le sentiment que le message passe ? Le sujet a quand même évolué dans le temps en termes de perception. C'était quelques pionniers qui s'intéressaient au sujet initialement, un peu comme sur les sujets ESG en général. Le partage de la valeur, c'est un élément du S de l'ESG. Et puis progressivement, on a vu une mobilisation un peu plus importante. On a fait signer à nos adhérents une charte sur le partage de la valeur ajoutée, des résultats d'une certaine façon, il y a 2 ans, au moment où il y avait tous les débats sur le partage de la valeur. Donc un engagement qui s'est renforcé. Maintenant, on voit que ça progresse quand même encore assez lentement sur le partage de la création de valeur de long terme. Je dirais d'une certaine façon la création de valeur actionnariale, qui est la création de valeur qu'on a sur un accompagnement d'une entreprise comme on le réalise sur 5, 6, 7 ans. Là, on voit qu'il y a encore des choses qui progressent assez lentement en termes d'association des salariés. Avec quand même un changement important depuis le 1er janvier, toutes les entreprises de plus de 11 salariés doivent proposer un dispositif de partage de la valeur à leurs collaborateurs. Est-ce que c'est le fruit de votre travail auprès des pouvoirs publics? Double question. Et puis ensuite, qu'est-ce que ça change? Alors, on y a contribué comme d'autres. Je pense que ça permet d'abord d'ouvrir un débat sur le partage de la valeur en général. Toutes ces discussions ont été très, très précieuses de ce point de vue-là. Mais on parle vraiment plutôt du partage des résultats. C'est-à-dire qu'il y a une dimension annuelle, donc que ce soit pour l'intéressement, la participation, les fameuses primes de partage de la valeur, on est sur des durées courtes. De notre point de vue, l'enjeu, au-delà de ces métriques-là, c'est de travailler vraiment aussi sur le long terme. Quand on accompagne une entreprise, qu'on la fait grandir sur plusieurs années, que les cercles dirigeants ils sont associés, parce que c'est la façon dont on travaille par le biais de management package ou d'autres dispositifs dont on parle beaucoup en ce moment. C'est important aussi de pouvoir réfléchir à l'association plus large du corps social des salariés de ces entreprises dans cette création de valeur actionnariale de long terme. Oui, effectivement. D'ailleurs, le sous-titre du guide que vous publiez, définir et mettre en œuvre une stratégie de partage de la valeur. Le mot stratégie est évidemment important. Jérôme Laure, vous avez co-construit ce guide. C'était quoi l'objectif? Identifier les freins, les réticences, les bonnes pratiques? Oui, absolument. En fait, comme le rappelait Alexis, France Invest s'est investi depuis longtemps sur le sujet et pour autant constate que l'adhésion
des sociétés de gestion, des family office au concept n'est pas toujours naturel. Alors même que plus de 120 sociétés sont adhérentes de la charte et ont signé la charte de partage de la valeur. Donc vous avez une situation un peu contradictoire qui consiste à dire une grosse majorité des adhérents de France Invest signent une charte où ils s'engagent sur un sujet. D'accord sur les principes, bon, Voilà. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Du mal à devenir opérationnel. Exactement. Donc première question, c'est pourquoi cela ? Donc on a engagé un dialogue avec France Invest parce qu'en fait, nous, on intervient beaucoup auprès de sociétés familiales, non cotées, mais cotées aussi. Et on avait fait une étude pour les sociétés cotées, et vous apercevez que, y compris dans les sociétés cotées, où on pourrait penser qu'il y a une forme de démocratisation plus large du sujet, que c'est plus facile, au fur et à mesure que vous descendez en taille d'entreprise, le taux d'adoption de l'actionnariat salarié, le taux d'adoption de mécanismes d'incentive, désolé pour l'anglicisme, de type action gratuite ou stock option, sont de plus en plus faibles. Si vous prenez 400 sociétés cotées sur Euronext, compartiment A, B, C, vous avez dans le CAC 40 pratiquement 70-80% de taux d'adoption. Et dès que vous arrivez sur les plus petites sociétés, vous tombez à un niveau très faible. Donc, comment ça s'explique, ça ? Alors, comment ça s'explique ? C'était tout le travail qu'on a mené. Et en fait, à partir d'un questionnaire posé à toutes les sociétés qui avaient signé la charte, on s'est rendu compte qu'il y a 3 éléments majeurs qui sont identifiés comme des freins par ces sociétés. Premier élément, individuel, je l'appelle individuel parce qu'il est carré, c'est la complexité perçue. C'est-à-dire que les sociétés, les investisseurs professionnels, les dirigeants d'entreprise, les managers, c'est pas seulement les adhérents de France Invest, tout le monde se dit « oulala, ce sujet-là, compliqué ». On reviendra là-dessus, parce que c'est assez intéressant. Ça n'est pas forcément, oui, forcément, tant que ça, mais... exactement, parce qu'on est quand même... Mais tiens, d'ailleurs, je n'oublierai pas les 2 autres, vous inquiétez pas, mais je veux bien vous entendre d'un mot sur la complexité, Philippe Fardel, pour commencer. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça, avant de vous lancer ? Totalement, parce que nous, quand on a racheté l'entreprise à un groupe international, on avait cette volonté, justement, d'impliquer nos salariés, jusqu'au moindre salarié, dans cette participation à l'aventure de cette nouvelle société. Et on a mis du temps à trouver le bon support qui aussi ne coûte pas presque plus cher en outils de gestion que ce que le capital qu'on mettait à disposition, par exemple, de nos salariés. Donc oui, ça a été très complexe. On rentrera dans le détail dans un instant. D'un mot aussi, est-ce que ça vous a un peu effrayé, la complexité des différents dispositifs qui étaient à Honnêtement, non. Honnêtement, non, parce qu'en fait, moi, je suis plutôt d'une culture finance à l'origine, donc manipuler des chiffres, manipuler du légal, c'est pas quelque chose qui me rebute, bien au contraire. Moi, ce qui m'a plu, c'est que finalement, dans ce marché, il n'y a pas tant d'acteurs qui sont aussi forts que ça pour accompagner les entreprises dans la mise en place. On a une offre qui est, moi, je trouve, assez restreinte. Et c'est des gens qui connaissent tellement bien leur métier qui nous guident assez facilement. Bon. Et in fine, c'est pas très sorcier. Bon, ok. Donc, complexité ensuite. Complexité alignement des parties prenantes. Alors, l'alignement des parties prenantes, il est à 2 niveaux. C'est au niveau des actionnaires. Si vous n'avez pas qu'un seul actionnaire, forcément, il y a un dialogue. Est-ce que la notion de partage de valeur, parce que vous l'avez évoqué 2 fois, vous avez dit partage de valeur et partage de la création de valeur. C'est vrai, il y a les 2 termes, C'est pas tout à fait la même chose. Il y a des tas de situations dans lesquelles vous entendez les actionnaires dire « mais attendez, moi je partage pas la valeur ». La valeur qui a été créée historiquement, j'ai pas de raison de la créer. Si vous avez un patrimoine acquis, vous n'allez pas le donner gratuitement à quelqu'un d'autre. En revanche, vous associez avec vos salariés, avec vos managers pour faire croître, pourquoi pas ? Et là, on est plutôt sur la création de valeur. Donc, besoin d'aligner ça. La nuance est importante. Très importante. Et la deuxième chose, c'est, OK, vous avez décidé ça en tant qu'actionnaire, mais comment réagit l'équipe dirigeante en dessous ? Comment elle adopte, comment elle adhère au projet que vous portez en tant qu'actionnaire, et par rapport à ce que vous voulez faire, est-ce que ça lui parle ? Est-ce qu'elle considère que ça va aider les salariés à s'engager plus pour créer de la valeur en dessous ? D'accord. Deuxième sujet. Et il m'en manque un. Il en manque un, Alors, c'est quoi, qui a été évoqué par Philippe, qui est quand même la notion de coût. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que le premier réflexe des personnes qu'on interroge quand on sort le sujet de son contexte, c'est le coût de mise en place, c'est cher. Et donc, est-ce qu'on a envie de mettre ça ?
C'est cher, ça dépend. Ça dépend si ça permet de fidéliser, etc. Exactement. etc. Ça, Donc, on va y tout revenir sur revient les sur, avantages. exactement. Ouais, effectivement. Ok, donc complexité, alignement des parties prenantes et coût. Allez, je démarre un peu plus concrètement. Je vous ai donné là pour une première fois, mais pour bien comprendre ce que vous avez mis en place, Philippe Fardel, je commence avec Mousseline, marque emblématique évidemment. Je ne sais pas s'il y aura des Français qui ne connaissent pas Mousseline, quoi. Si on fait un sondage, oui, on doit être à 95 ou 98% des Français qui connaissent la marque. Ce qu'on peut déjà dire, c'est que vous l'avez fait revenir sous pavillon français. Ça, c'est une démarche intéressante. C'était une marque patrimoine, mais appartenant à un groupe international suisse d'agroalimentaire. Voilà. On a racheté cette marque et cette activité, plus avec une usine, et donc c'est à peu près 180-190 salariés à date. Donc on est vraiment dans une structure de grosse PME. C'est moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on est vraiment dans cette structure-là. Et la volonté, ce que je disais, a été vraiment de partager avec nos salariés cette aventure d'entrepreneuriat. Donc vous l'avez mis en place au mois de janvier, c'est ça ? On l'a mis en place au mois de janvier. Donc on a déjà, nous, participation intéressement qui venait de la succession et de la reprise de l'entreprise. On a mis en place la loi Pacte aussi, qui fait qu'il y aura une partage de la valeur à la revente le jour où il y a une revente de l'entreprise, donc la plus-value sera partagée. Et puis on a voulu aller un peu plus loin en lançant l'actionnariat salarial. D'accord. Avec quel retour ? Alors c'est frais, mais quel retour quand vous questionnez vos salariés sur le projet, quel engagement, quel retour ? Alors le premier retour, c'est de la surprise. C'est vraiment de se dire, mais vous êtes sûr que ça ne va rien nous coûter ? Parce que nous, on a fait un choix qui était d'allouer une petite partie du capital aux salariés. Et ils auront, lors de la sortie, cette capacité à toucher la plus-value de ce capital, mais sans avoir à le financer pour l'instant. Voilà. Ça, c'est la solution qu'on a prise. Donc déjà, ils étaient très surpris que l'entreprise leur fasse, entre guillemets, quelque chose sans qu'ils aient à investir d'argent. Bien évidemment, on attend un investissement humain derrière, et c'est aussi pour la motivation de tout le monde. Et puis, on a un retour très, très favorable, puisque je crois que 95% des salariés ont fait action de ce droit-là. Donc c'est vraiment très, 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 très important, et c'est un vrai succès. Jean-Noël Ray, on va voir quel dispositif de partage de la valeur vous avez privilégié. Peut-être en quelques mots, présentez-nous Novarc, groupe industriel, c'est ça ? Novarc, groupe industriel français. Novarc, c'est d'abord Nov pour l'innovation. L'Arc, c'est l'arche, c'est ce qui relie les gens, c'est ce qui relie les projets, c'est comment on arrive à connecter les clients, les fournisseurs, la R&D avec la production, la R&D avec le commerce. On crée des arches un petit peu partout. Et donc vous travaillez beaucoup sur les réseaux électriques, les réseaux ferroviaires, c'est ça ? D'abord sur les réseaux électriques. On va protéger l'électricien de réseau qui intervient sur un réseau électrique, tous les réseaux électriques. On travaille également sur la construction des réseaux, c'est pas tout à fait pareil, c'est pas les mêmes métiers. Et puis après, on a une dernière activité qui est dans la chimie, qui n'a rien à voir, qui, elle, est là pour proposer des produits pour embellir les voitures. Vous achetez une voiture, vous aimez qu'elle soit propre, qu'elle brille, qu'elle soit neuve. Je vais vous confier la mienne. Avec grand plaisir. Parce que alors c'est une vraie voiture de Parisien qui a pris des pocs de tous les côtés. On est capable de vous en faire. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Plutôt du dispositif de partage de la valeur que vous avez choisi. Qu'est-ce qu'on a fait ? Chez Novarc, déjà, on a un modèle qui est simple. Novarc, ce n'est pas une entité, c'est une holding avec 65 filiales. Avec des filiales qui vont de 5 collaborateurs à 150 collaborateurs. Donc on a vraiment tout type de population, tout type d'entreprise. Vous avez parlé d'alignement. Effectivement, l'alignement, c'était un gros enjeu pour nous. Ce qu'on a fait, c'est que déjà, toutes les sociétés ont un accord d'intéressement. Qu'elles soient inférieures à 10, supérieures à 10, il n'y a pas de problème. Celles qui sont supérieures à 50, naturellement, de la participation. Ce qu'on a fait également, c'est en 2015, on a créé un FCPE. Vous avez parlé de coût tout à l'heure. On a créé le plus petit FCPE de France. On avait une enveloppe, on ne savait pas. On est parti, on m'a dit, mettez en place un FCPE. J'ai mis en place un FCPE, c'est bien. On a une enveloppe de 800 000 euros. Le coût, j'en parlerai même pas. Par contre, le payback, aujourd'hui, je peux vous le dire, c'est que les gens qui n'ont pas voulu, au départ, parce qu'ils étaient un peu dans l'ignorance de ce qui pouvait se passer, derrière, nous ont dit au bout de 4 ans, si j'avais su. Après, on a eu un grand coup de chance. C'est qu'on a des fonds qui nous accompagnent, et les fonds qui tombent tous les 5 ans chez nous sont sortis en 2020. Donc en 2020, on a une sortie. On a pu valoriser le FCPE. Entre-temps, on a mis en place une Manco en 2017, donc compagnie liée au management, où la plupart des cadres du groupe étaient avec nous. Quasiment tous les cadres du groupe étaient avec nous. Là, ils ont fait une très très belle opération. On les avait financés grâce à un financement in fine sur leur... Donc pas d'apport personnel à faire. Et puis en 2020, on a mis à la troisième étage de la fusée, on a mis en place un plan d'action gratuite.
Alors, dans beaucoup de sociétés, on voit ça au niveau des COMEX, c'est réduit à peu de personnes. Nous, vu l'organisation du groupe, on s'est dit, enfin, je me suis dit surtout, parce que là, on parle d'alignement encore, beaucoup de managers du COMEX disaient, mais pourquoi pas nous, simplement? Et pourquoi tu veux mettre les autres? Parce que toi, tout seul, tu fais rien. Ouais. Nous, tous ensemble, on fait quelque chose. Donc, au lieu de partir sur une dizaine de personnes, on a mis un peu plus de 80 collaborateurs là-dedans. Et aujourd'hui, on a donc le FCPE, on a MNCO, on a ESEGA. Et la dernière mission était consistée d'aligner l'intérêt des actionnaires minoritaires, des financiers, de l'actionnaire majoritaire, des collaborateurs et du dirigeant moi-même. Voilà. Donc on a mis Génial. toutes les planètes ensemble. C'est presque un catalogue Novarc de tous les dispositifs possibles. Alors moi, ce que je retiens quand même, c'est si on parle des bénéfices constatés, c'est quand même à la fois le levier de compétitivité et puis de pérennité, de rétention des... voilà. Pourquoi c'est un levier de pérennité pour les entreprises? Je le ressens, mais je veux bien que vous m'expliquiez avec vos mots. Moi, je crois que ça a été bien dit. Il y a un enjeu aussi d'association large de tous les acteurs au sein de l'entreprise qui contribuent à sa réussite. Et on rejoint le sujet d'alignement d'intérêts, c'est-à-dire que ça part effectivement des actionnaires professionnels que nous on peut être, jusqu'aux salariés dans l'atelier de l'usine. Et il faut qu'il y ait une bonne continuité, un alignement d'intérêts parfait tout au long de cette chaîne pour que ça fonctionne. Et je retiens quand même aussi un élément qui est intéressant, c'est qu'en France, il y a beaucoup d'outils. Vous en avez cité déjà un certain nombre. On n'a pas de problème d'outils. On a peut-être même presque trop. Je ne sais pas, il peut y avoir un débat. On en revient à la complexité dont on parlait tout à l'heure. L'enjeu, c'est de les décrypter. Il y a un enjeu de pédagogie par rapport à cette complexité. De coup, évidemment, toujours. Ça, c'est quelque chose qui doit être géré. Et puis aussi d'explication. Et là, je pense que les actionnaires professionnels ont un rôle à jouer pour pouvoir être... évidemment, on ne fait rien sans les dirigeants, comme toujours dans ce métier, mais de pouvoir être expert, en soutien, promoteur de ces instruments, parfois conseil aussi sur des sujets juridiques, aux côtés d'autres conseils. Il y a vraiment des leviers à activer pour que tout ça puisse avancer. Avec évidemment une question d'attractivité des talents et de fidélisation des salariés. Jérôme Laure, c'est clairement identifié, ça, le lien entre l'actionnariat salarié ou le partage de la valeur ou de la création de la valeur et cette, on va dire, marque employeur pour simplifier, quoi. Oui, alors je pense que ça, c'est complètement identifié de plus en plus par toutes les entreprises, tous les actionnaires, tous les dirigeants. Je pense que ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un taux d'utilisation de ces dispositifs qui est peut-être pas aussi large qu'on le souhaiterait. En revanche, on ne voit pas aujourd'hui d'actionnaires ou de dirigeants qui nous disent on ne veut pas faire par principe. On ne veut pas partager. Ça n'existe plus, ça. Enfin, ça fait très longtemps qu'on n'a pas entendu ça. Donc l'enjeu n'est vraiment pas de se dire est-ce que ça va être utile? La question, c'est plutôt de ne pas rentrer par le petit bout de la lorgnette et de ne pas prendre une situation de deal M&A où on rachète une société, où on se parle sur plein d'autres choses que ça. C'est de s'être dit en amont, comme l'évoquait un peu Alexis tout à l'heure, ou Jean-Noël et Philippe, en amont, se dire finalement, quel est mon objectif? Comment je fidélise? Comment j'attire? On revient à cette idée de stratégie. Exactement, de stratégie, et de se dire je vais construire là-dessus. Et à partir de cette vision, qui va être spécifique malgré tout à Mousseline, à Novarc et à n'importe quelle autre entreprise, de se dire qu'est-ce qui correspond le mieux à ma culture, à mon corps social, etc. Mais est-ce que c'est vraiment, Philippe Fardel, une question que vous pose à quelqu'un que vous cherchez à embaucher? Est-ce que vous avez de l'actionnariat salarié? Non, honnêtement, non. Non, ça fait partie des choses que l'on propose, mais ça fait pas partie, c'est pas un réflexe d'un postulant chez nous de dire est-ce qu'il y a de l'actionnariat. Il y a d'autres choses qui posent comme question, mais pas celle-ci. En revanche, vous l'avez mis en place aussi dans la perspective d'une fidélisation. Alors, je ne sais pas, est-ce que dans vos métiers, je ne sais pas s'il n'y a pas de secteur il y a des secteurs qui ne sont pas en tension en France aujourd'hui en termes d'emploi, mais enfin bon, est-ce que oui, ça fait partie de nous, en tous les cas, nous, dans l'encadrement et dans le management, ça fait partie aussi des outils de fidélisation. Ça, c'est évident. Parce que si les personnes sortent pendant la durée du dispositif, ils n'ont droit à rien. Enfin, il y a un moment, donc c'est un complément de motivation pour rester dans l'entreprise. Et quand on parle de stratégie, ça veut dire que effectivement, ce que vous avez mis en place en janvier, ça s'inscrit dans une stratégie de moyen ou de long terme, ou alors vous n'êtes pas encore forcément dans cette... Non, c'est une stratégie de 4-5 ans. Enfin, on parlait de renouvellement de fonds dans nos capitaux, etc. C'est exactement la même chose. Donc, c'est une stratégie à 4-5 ans qui est mise en place justement pour que l'aventure se termine tous ensemble. Enfin, se termine, ou en tous les cas...
Il y a un but et un terme ensemble. Oui. Est-ce que, Jean-Noël Ray, moi j'ai bien compris, Novarc, la complexité d'avoir autant de structures différentes, de tailles différentes. Il y a un côté ciment de l'ensemble de ces structures et de l'ensemble des salariés avec le partage de la valeur. Oui, parce que dans le schéma, c'est qu'une structure aussi qui paraît assez complexe comme ça nous permet aussi de faire des ponts. Faire des ponts, ça permet à des collaborateurs de passer d'un métier à un autre métier, d'une fonction à une autre fonction, c'est important, et tout en gardant effectivement ce ciment qui est l'actionnariat salarial. Pour nous, c'est un petit peu différent de Philippe. Pourquoi ? Parce qu'on est vraiment présent en région. On est présent en région parisienne, on est présent dans le nord, à côté de Lille, on est présent en Alsace, vous voyez, la région de Mulhouse, de Colmar, et à côté, on a des voisins, l'Allemagne, la Suisse. Moi, aujourd'hui, pour avoir des talents qui restent chez nous, il n'y a pas que le salaire. Il faut leur proposer tout un tas de choses. Et ça, c'est un élément de fidélisation par rapport à l'Allemagne, par rapport à la Belgique, par rapport à la Suisse, par rapport à l'Espagne. On est présent de l'autre côté. Même dans les autres pays, c'est un élément qui est fort. Et là-dessus, quand ils se disent « et nos actions ?» Maintenant, la première question qu'on me pose, c'est « et nos actions, elles valent combien ?» Parce qu'on a aligné tout le monde. Les actionnaires, les dirigeants, tout le monde est aligné sur la même valeur, avec le même calcul. Ça, et la même base de multiples. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Et quand on fait des réunions de Manco, là, j'appelle ça des réunions parce qu'en fait, derrière ces réunions, ce sont des assemblées générales, ce sont des conseils d'administration et tout le monde participe et tout le monde pose la question. Puis après, derrière, on sait que ça diffuse, voilà, chez les autres. Et là, ça a un effet extraordinaire. C'est que du positif. Alexis Dupont, quel est le rôle des sociétés de gestion dans cette définition de stratégie, même dans cet accompagnement des entreprises, sociétés de gestion qui sont rentrées au capital de ces entreprises? Il y a plusieurs niveaux. C'est vrai qu'il y a tout ce qui se décline au niveau de l'entreprise et qui a été très bien décrit. Et j'espère qu'on aura beaucoup plus d'entreprises accompagnées demain qui auront là, si après cette émission, vous vous y mettez pas, franchement, je m'adresse à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Mais un des constats qu'on faisait aussi, et ça rejoint un point que Jérôme évoquait sur on ne peut pas travailler dans l'urgence sur ce type de sujet, c'est la nécessité pour les sociétés de gestion de prendre du recul. C'est un peu ce qu'on veut les inviter à faire aussi au travers de ce guide, pour réfléchir en amont à leur vision, l'élaboration d'une stratégie interne, peut-être inclure cette stratégie dans leur stratégie d'investissement, en faire un élément clé de leur approche ESG des entreprises, pour réfléchir en amont à ce qu'ils veulent faire, comment ils veulent le faire, comment ils veulent parler de ces sujets à leurs dirigeants, puisque toutes les entreprises n'ont pas forcément la chance d'avoir des dirigeants aussi familiers avec ces sujets que vous deux. Donc parfois, il y a simplement des sujets de pédagogie, d'explication. Et ça, on ne peut pas faire ça dans un deal concurrentiel de M&A accéléré. Voilà, on sait comment est le marché français, c'est très dense, il y a beaucoup d'acteurs. Donc si on n'a pas réfléchi en amont, en fait, le sujet partage de la valeur risque de tomber un peu ou d'être mis de côté dans la dernière ligne droite de l'opération d'investissement. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut arriver à éviter en permettant aux sociétés de gestion d'avoir réfléchi avant pour avoir plus d'impact après. Ça veut dire qu'il faut rédiger un vrai cahier des charges, en quelque sorte, Jérôme Land ? Ah oui, tout à fait. Nous, systématiquement, quand on commence un dossier, on parle aux actionnaires dirigeants et on leur dit « qu'est-ce que vous voulez faire ?» On sort du produit. Pas de produit, pas de dispositif, pas de fiscalité, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est ce qu'ont dit Philippe et Jean-Noël, c'est qu'est-ce qu'on veut faire par rapport à notre groupe. Donc comment on se projette, quels sont les objectifs poursuivis, quel est notre cahier des charges. Et une fois que le cahier des charges est posé, paradoxalement, aller trouver la bonne enveloppe. Alexis rappelait qu'on avait plein de produits dans notre beau pays, les pouvoirs publics, tout le monde est très créatif en fait sur ce sujet. On va toujours trouver l'enveloppe la meilleure pour mettre en place le cahier des charges qui a été défini par les actionnaires et la direction générale. Et je veux bien qu'on prenne quelques minutes, il nous reste 5 minutes dans cette émission, pour parler du rôle finalement de ces actionnaires professionnels. Philippe Fardel, la marque Mousseline, elle a été, vous l'avez rachetée par des investisseurs en 2022, c'est ça ? Je crois que c'est Food and Beverage Private Equity. C'est quoi la philosophie ? Comment vous l'avez comment vous pouvez nous présenter cette philosophie ? Je pense qu'il y avait un alignement vraiment commun sur cette envie de faire de cet outil-là un outil de fidélisation, un outil de motivation et que l'ensemble des salariés soient impliqués dans ce projet. Il n'y a pas eu, alors on parlait tout à l'heure de la création et de l'importance de cet alignement. Je pense qu'il n'y a à aucun moment, moi quand j'ai porté ce projet-là vis-à-vis de mes actionnaires, il n'y a pas eu de contrainte, voire à l'inverse. C'était vraiment, oui, c'est une très bonne idée et il faut qu'on arrive à
à trouver la solution. On a mis un peu de temps pour trouver la solution, mais on l'a trouvé. Donc cet alignement, il était vraiment, dès le départ, très important de tous nos actionnaires. Est-ce que, Jean-Noël Ray, la présence d'une société de gestion, on peut se dire aussi que c'est rassurant pour les collaborateurs? C'est rassurant parce qu'on a des gens qui s'inscrivent dans du moyen terme. Ça enlève de suite et ça dissipe de suite le doute dans la tête des collaborateurs de se dire demain le groupe peut être vendu parce qu'on a des participants qui sont très minoritaires, qui sont divers. On a 3 participants. On a surtout des participants qui sortent et qui reviennent. Je pense à la BPI, je pense à la BNP qui sortent, qui reviennent. Et qui sont minoritaires, hein, voilà, mais qui ont confiance et qui renouvellent et qui rejouent tous les 5 ans. Puis après, on a des nouveaux qui réinvestissent à nos côtés. On a beaucoup de nouveaux qui tapent à la porte pour réinvestir. Et quand on communique là-dessus aux actionnaires salariés, on leur dit, voyez, vous êtes actionnaires, ils sont actionnaires, on parle d'égal à égal. Et ça, c'est quelque chose qui plaît aux gens. On est actionnaires comme eux. Ça, c'est quelque chose qui est fabuleux. Ça plaît. Et on parlait de stratégie. Est-ce que dans votre stratégie, chez Novarc, il y a encore une autre brique à rajouter là, dans les prochaines années, ou vous vous dites on en a déjà fait pas mal? On en a fait pas mal, mais je ne vous ai pas tout dit tout à l'heure. C'est qu'on est arrivé à connecter le fait de garder certaines actions pour redonner du boost aux autres. Ce qui fait qu'on réalimente la machine. Je m'explique. Si vous êtes détenteur d'une Manco, de FCPE, si vous gardez vos titres, derrière, on va vous donner un petit incentive supplémentaire parce que vous les gardez un certain temps. Et puis, à la sortie des fonds, vous allez reprendre encore une petite louche là-dessus. La petite louche, elle peut paraître pour certains un peu petite. En réalité, elle est très importante. Ça représente in fine des mois de salaire. Ça représente une fiscalité qui est très intéressante. Et c'est la reconnaissance. Je crois qu'on n'a pas assez parlé de ça. Le mot reconnaissance, les collaborateurs se disent on est traité, on est considéré. Quand vous avez ça, vous voyez, tout à l'heure, moi, je n'ai pas parlé de coût, parce que le payback, il est tellement simple. La reconnaissance des gens, la fidélité, et derrière le sourire des gens quand vous êtes en entreprise. On a 50 sites dans le groupe. Moi, quand je vais dans les sites, les gens sourient. Ça, la bonne humeur, c'est ce que vous voyez. Et vous dites, votre pari, il est réussi. Vous avez donné des pourcents, mais c'est très bien. Mais ils vous font gagner combien? La richesse, elle est là. Donc le partage, il est inéluctable. Un mot rapide, peut-être pour rebondir sur ce mot de reconnaissance dans toutes celles et ceux que vous avez interrogés pour ce guide, c'est un mot qui revient souvent dans le retour des salariés, évidemment. Alors, dans le retour des salariés, oui, je vais prendre un exemple. Alors, désolé, c'est l'exemple chez Suez. Vous avez Meridiam, Global Infrastructure Partners, qui rentre au capital pour acheter le nouveau Suez. Donc, des images de très gros fonds pour une très grosse société, donc plutôt des vilains requins qui veulent racheter la société. Et donc, Jean-Noël parlait de reconnaissance. Quand Thierry Deo et GIP ont dit on veut ouvrir le capital aux salariés. Première action, c'est pourquoi ces gens-là qui normalement ont l'image de tout se mettre dans la poche, pourquoi ils veulent ouvrir à nous? Et bien tout simplement, et là on a fait intervenir les actionnaires devant les organisations syndicales, devant les salariés, pour avoir cette reconnaissance et de dire attention, nous on va pas pouvoir, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent, c'est pas parce qu'on est super intelligent comme financier qu'on va pouvoir changer un groupe aussi gros que Suez, le transformer. Si vous n'êtes pas avec nous, c'est tous ensemble, on change. Et aujourd'hui sur les webcasts internes, les salariés posent en permanence la question de on en est où du plan stratégique, etc. Ils sont alignés et reconnus. Alexis Dupont, un mot de conclusion, 30 secondes sur cette démocratisation que vous recherchez. Je vais rebondir sur cet exemple. Il y a des milliers d'exemples d'entreprises comme ça, accompagnées par nos adhérents qui ont des histoires extraordinaires et on voudrait vraiment que leurs salariés puissent en bénéficier encore plus qu'aujourd'hui, parce qu'il y a un sujet peut-être de créer quelque chose au niveau de la société derrière. Les acteurs professionnels que nous sommes, les actionnaires professionnels peuvent jouer un rôle. Il faut qu'ils s'organisent, qu'ils aillent plus loin dans leur réflexion pour pouvoir peser. Mais on va avancer sur ces sujets. Et puis ils peuvent évidemment consulter ce guide du partage de la création de valeur. Merci à tous, c'était passionnant de découvrir vos expériences et conseils respectifs. À très bientôt sur Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Ce programme vous a été présenté par France Invest.